Comment trouver 40 milliards d'euros d'économies? C'est une question sans réponse pour le moment qui continue de hanter le gouvernement. Avec une nouvelle alerte rouge sur les finances publiques cette semaine, on a appris que la dette avait atteint un nouveau record, 114% du PIB. Une dette qui grimpe en dépit des nombreux avertissements. 40 milliards d'euros d'économies à trouver dans le budget 2026. Les mesures impopulaires sont-elles à redouter, à commencer par des hausses d'impôts? Eh bien, une autre hypothèse pourrait être privilégiée. Elle revient avec insistance dans les rangs de la majorité ces derniers jours. On parle, Barthélémy Philippe, d'une année blanche budgétaire. Oui, dans sa version intégrale, l'année blanche pourrait rapporter jusqu'à 30 milliards d'euros. Il s'agit de déroger à la règle en reconduisant le budget de 2025 en 2026 sans prendre en compte l'inflation. Dans cette hypothèse, les dépenses de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale seraient figées à leur niveau actuel, tout comme les prestations sociales, retraite, RSA ou allocations chômage. Côté recettes, le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas revalorisé en fonction de l'inflation, ce qui pénaliserait les contribuables. Politiquement, l'année blanche est une piste explosive, voire impraticable pour un gouvernement privé de majorité absolue à l'Assemblée, et ce malgré des prévisions d'inflation très modestes, autour de 1,3%. Le dernier locataire de Matignon à s'être inspiré de l'année blanche n'est autre qu'Édouard Philippe. En 2019, soutenu par une très large majorité, il avait revalorisé les prestations sociales de 0,3% seulement, alors que l'inflation atteignait 1,8%. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Vous vous êtes pris une raclée. Hier, Donald Trump n'a pas mâché ses mots contre le guide suprême iranien. Oui, la veille, l'ayatollah Khamenei avait relativisé l'impact des frappes américaines sur plusieurs de ses sites nucléaires. Vous devez dire la vérité, lui a répondu Donald Trump, alors qu'un cessez-le-feu qui semble tenir entre Israël et l'Iran a débuté mardi. Le président américain qui s'est également réjoui lors de cette conférence de presse d'une décision de la Cour suprême. Cour suprême à majorité conservatrice qui vient de voter en faveur de la limitation du pouvoir des juges fédéraux. Ces derniers mois, ces derniers bloquent régulièrement des décisions du gouvernement qu'ils considèrent comme illégales. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. C'est une grande victoire pour le locataire de la Maison-Blanche. Écoutez, elle est capitale car pour résumer, la Cour suprême dit à l'administration américaine « Vous pouvez désormais agir comme vous le souhaitez et sans craindre que la justice fédérale ne vous embête ». De tout temps, aux États-Unis, les administrations successives ont vu certaines de leurs mesures bloquées par des juges, mais c'est particulièrement le cas depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Le président adore prendre des décisions par décret et quasiment systématiquement, un juge fédéral finit par les bloquer sous prétexte qu'elles seraient illégales. On parle de dizaines et dizaines de décrets bloqués en 6 mois, des mesures qui portent en majorité sur l'immigration et l'économie. La Cour suprême n'a cependant pas statué sur le décret à l'origine du contentieux entre l'administration Trump et la justice fédérale, une décision signée par le président américain le 20 janvier et qui remet en cause le droit du sol, principe garanti par le 14e amendement de la Constitution américaine. Ainsi, sans juges fédéraux pour bloquer ces décisions, l'administration pourra plus facilement refuser la nationalité américaine à des enfants nés sur son territoire. Donald Trump a déjà annoncé qu'il allait restreindre le principe du droit du sol, une décision qu'il signera probablement par décret. Merci Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. En France, après plusieurs jours d'investigation, on en a maintenant la confirmation. 5 boucheries de Saint-Quentin dans l'Aisne sont positives à une contamination de la bactérie E. coli. Depuis 2 semaines, 26 cas d'intoxication ont été confirmés. Parmi eux, une petite fille de 12 ans est décédée. Et puis en bref, un homme soupçonné d'avoir piqué des personnes avec une seringue sera jugé à Paris en septembre. Il est soupçonné d'avoir diffusé des vidéos de ses agissements sur Internet. Un phénomène qui prend de l'ampleur lors de la fête de la musique. 145 victimes de piqûres se sont manifestées auprès des services de police. Nous parlons sport à présent, Théo, avec le rugby. La saison du championnat de France touche à sa fin avec la grande finale du top 14. Et qui remportera le bouclier de Brennus ce soir? Au programme, une revanche de la dernière édition. Toulouse affronte Bordeaux-Bègles et on espère un peu plus de suspense. L'an dernier, les Toulousains l'avaient emporté 59-3. Une cicatrice pour tous les supporters girondins qui rêvent d'un titre de champion de France. À quelques heures du coup d'envoi, l'effervescence est palpable partout dans la ville. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Bordeaux, Stéphane Place.
Alors, il faut les t-shirts, il faut les drapeaux. Les affichettes We Are UBB, les drapeaux, les fanions accrochés aux fenêtres, sur la façade des échoppes, dans la vitrine des commerces, sans oublier les bars et les restaurants. C'est toute l'agglomération bordelaise qui est habillée aux couleurs de l'UBB. Martine est prête à rejoindre l'immense fan zone place des Quinconces, où 25 000 personnes suivront la finale. J'y étais déjà pour la Coupe d'Europe. Franchement, c'est des moments exceptionnels, bon enfant. On y croit. Union Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain, la même affiche que l'an dernier. Toulouse l'avait emporté 59-3. Lionel, supporter de l'UBB. J'ai aucun doute. Moi, je pense qu'on va gagner. Il y a eu un score l'année dernière, mais après, il y a eu 3 défaites de Toulouse. On a beaucoup évolué. Cette année, ça va pas être la même histoire. Ce matin, 13 quarts de supporters de l'UBB sont en route pour Paris, où se rendent aussi Cyril et Titouan. Je vais la vivre au Stade de France avec des amis. Toulouse l'an dernier, 59-3. Ouais, pas mal. Revanche. Il y a une fraternité autour de cette équipe et je pense que ça se ressent dans la ville de Bordeaux. La victoire peut-être, Bordeaux en rêve, la fête sans aucun doute autour d'un barbecue sur une terrasse, la vraie magie d'une finale du top 14. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Et Bordeaux-Bègles-Toulouse, c'est à suivre dès 21h sur Canal+. Allez, on conclut votre journal Théo avec la sortie de la toute dernière saison d'une série à succès. Un indice, elle est sud-coréenne. Et vous aurez peut-être reconnu le générique de Squid Game, 3e et dernière saison. Mise en ligne hier, elle tire sa révérence en ayant atteint, Mathieu Prior, plusieurs records. Oui, la série a été vue plus de 600 millions de fois dans le monde. La première saison est la plus regardée sur Netflix et a d'ores et déjà rapporté 900 millions de dollars à la plateforme. La série a raflé 9 Emmy Awards, l'équivalent des Oscars au cinéma. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi ni la saison 1 ni la saison 2, Seong Gi-hoon, un homme fauché, se voit proposer un ticket d'entrée pour pouvoir participer à un jeu et empocher plus de 45 millions de won, soit 33 millions d'euros. Il y a 456 participants et le principe est simple. Remporter des épreuves calquées sur des jeux de notre enfance. Si l'on perd, on est tué. Le protagoniste gagne lors de la première saison, mais revient pour se venger et arrêter ce bain de sang. Le succès est tel que Netflix a proposé des expériences réelles et immersives dans plusieurs villes comme Sydney ou Londres. À Paris, en décembre dernier, un 1, 2, 3 soleil géant a été organisé sur les Champs-Élysées par des influenceurs. Autre signe de succès, une application d'apprentissage de langue a enregistré une hausse de 40% pour le coréen. Mathieu Prior. Et c'était le journal de Théo Grévin. Merci Théo. Alors Anthony, côté ciel, tout le monde n'aura pas droit au soleil aujourd'hui. Effectivement, notamment ce matin sur le nord-ouest, sur la Bretagne, la Vendée, la Normandie, les Hauts-de-France. On a une petite influence maritime très temporaire, ça veut dire un ciel très gris. Mais au fil des heures, ces nuages vont prendre la direction des îles britanniques et vous retrouverez des éclaircies dans ces régions. Et puis entre l'île de France et le nord du Grand Est, peut-être quelques nuages aussi en guise de décor. Là encore, le soleil va très très vite reprendre le dessus dans le courant de l'après-midi. C'est vrai que la musique était un petit peu forte oui, dans mon casque, je m'en suis rendu compte. Merci Nicolas Charpentier en régie. Un peu de grisaille sur le Pays Basque aussi ce matin. Même chose, ça va très vite se dissiper. Et puis ailleurs, le soleil va s'imposer avec juste un peu de Mistral dans la vallée du Rhône. Et c'est dans le sud-est qu'il fera le plus chaud. Effectivement, et qu'il fait déjà le plus chaud ce matin. On a actuellement 26 degrés à Nice et à Perpignan, 24 à Toulon et à Montpellier. Ailleurs, on est souvent entre 14 et 20 degrés, 20 à Paris. Et cet après-midi, c'est entre le Languedoc-Roussillon et la Provence qu'il fera le plus chaud, ainsi que dans la vallée du Rhône avec souvent entre 35 et 40 degrés. C'est d'ailleurs là qu'on a les 14 départements en vigilance orange canicule, une vigilance qui sera étendue demain à plus de la moitié de la France. Cet après-midi, vous aurez 40 degrés à Montpellier, 39 à Perpignan, température prévue à l'ombre évidemment, 37 à Marseille, 35 à Lyon et à Grenoble, mais ça monte aussi, ça grimpe partout ailleurs, 33 à Saint-Etienne, 32 à Paris et à Strasbourg, 31 à Alençon. Et des températures très agréables à Lille, 26 degrés, à Brest, 24 et à Dunkerque, 22 degrés. On part à Brest ? Allez, on y va. Allez, on y va. Non, pas tout de suite. Vous restez avec nous parce que c'est à Grignan que nous allons aller avec Vanessa Za pour la balade du dimanche. Nous serons donc dans la Drôme à l'occasion du Festival de la Correspondance. Et puis Olivier Pouls nous aide à préparer notre Summer Body. On cuisine des salades estivales dans un instant. Mais avant cela... Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h. Lénaïque Monnier. On accueille à 6h42 le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous revenez sur l'accord du Mercosur et la loi du plomb avec Hervé Lapie, secrétaire général de la FNSEA. Oui, parce que lundi, il y aura 7 députés et 7 sénateurs qui vont se réunir à huis clos pour décider de l'avenir d'un texte qui cristallise les tensions au sein de la société après son rejet à l'Assemblée le 26 mai. La proposition de loi
pour lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur est examiné en commission mixte paritaire. Et en parallèle, on reparle également du Mercosur. Les agriculteurs le voient comme un accord déloyal. Ça fait donc 2 gros sujets à aborder avec Hervé Lapie. Bonjour. Oui, bonjour. Secrétaire général de la FNSEA. Alors, on va peut-être débuter, si vous le voulez bien, avec l'accord sur le Mercosur qui pourrait être donc finalisé dans les prochains jours par la Commission européenne. Malgré, on le rappelle, l'opposition ferme de la France, Emmanuel Macron ou même votre ministre, Annie Genevard, accuse l'Union européenne de passer en force. Est-ce que c'est une crainte que vous avez également ? Oui, c'est une crainte très forte que nous avons en ce moment. La récente visite du président de la République brésilien auprès d'Emmanuel Macron ne nous a pas rassurés. Les propos du président de la République non plus. Et par contre, on a une ministre de l'Agriculture qui fait le travail parce que, en fait, ils sont prêts à finaliser l'accord du Mercosur qui devrait leur permettre d'apporter de la production de bovins, de volailles, de porc, de sucre, d'éthanol, de miel sur notre territoire européen. Avec des distorsions de concurrence énormes. Et en fait, on est en train d'importer de l'alimentation que nous n'avons pas le droit de produire. Et donc, on est 2 à être floués dans l'histoire, le consommateur et les agriculteurs. Donc, pour nous, c'est non. Cet accord du Mercosur, il est inacceptable. Et ça va mettre en difficulté l'ensemble de la production agricole française.